La maternité des Lilas était un lieu où on faisait la promotion de la préparation à l'accouchement, de l'accouchement accompagné dans le respect de la femme, de l'enfant. Ça partait d'une idée de Fernand Lamaze, du docteur Fernand Lamaze, qui était un médecin, gynécologue obstétricien. Et Pierre Lamaze avait eu vent d'une expérience qui avait lieu en Union soviétique et qui consistait à préparer les femmes à s'adapter aux différentes phases de l'accouchement. Et donc Pierre Lamaze avait fait un voyage d'études là-bas et on est revenu avec les expériences qu'il avait vécues là-bas, et il a décidé de mettre en pratique tout ce qu'il avait vu en Union soviétique à la maternité des Bluets. Donc également d'obédience communiste. Il s'agissait de montrer qu'on pouvait accompagner les femmes. Elles n'étaient pas livrées à elles-mêmes au moment de l'accouchement. L'accouchement n'était pas une fatalité, elles pouvaient reprendre toute leur histoire en main. Et c'est ainsi qu'est née la psychoprophylaxie obstétricale à Paris, à la maternité des Bluets. Alors ça doit être dans les années, je dirais 57-58. Voilà. Et donc, à ce sujet, c'était un grand bouleversement qui arrivait. C'était assez confidentiel au départ. Parallèlement à ça, une de ses amies, la baronne de Charnières, Colette de Charnières, avait, je crois, accouché en pratiquant sa méthode, et donc n'a eu de cesse de créer, elle aussi, une maternité où l'on appliquerait cette fameuse psychoprophylaxie obstétricale. Et donc, elle a créé cette maternité aux Lilas en 1962. Alors, c'est 62 ou 64, je crois que c'est 62. Voilà, alors au départ, c'était une clinique privée, conventionnée. Et pour faire fonctionner cette maternité, sur le plan médical, elle a fait appel à des élèves du docteur Lamaze. Au fil du temps, cet établissement a connu des difficultés financières, pas liées à la gestion, mais simplement parce que, ça a toujours été le cas en France, les actes liés à l'accouchement sont très peu valorisés. Ça rapporte très peu à un établissement. Il a été question de la fermer, mais Madame de Charnières s'est battue pour cette maternité en laquelle elle croyait. Elle l'a d'abord renflouée sur ses propres deniers. Et il ne faut pas l'oublier, sur ses propres deniers, en hypothéquant ses biens, en vendant certains, sans jamais rien réclamer. Vraiment, c'était parce qu'elle y croyait. C'était son histoire, c'était... Et parallèlement à ça, l'équipe de la maternité a demandé à changer de statut, et Madame Simone Veil a pris notre dossier en main. Elle l'a dit, ce sont des structures qui doivent vivre, et c'est elle qui nous a donné l'autorisation de devenir, qui nous a transformés en établissement privé participant au système public hospitalier. Et par là même, des subventions, c'est l'État donc qui nous a subventionnés. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, on a gardé le même statut. Ce qui n'a pas supprimé tous les problèmes, parce qu'étant même structure hospitalière,
comment dirais-je, les actes liés à l'accouchement ne sont toujours pas plus valorisants. Ça a beau être un acte physiologique, une femme va accoucher normalement, sans complications, je vais dire, dans 75% des cas. Simplement, pour un accouchement, il y a besoin d'un tas de personnel. Et puis, plus les consignes, plus la technicité a progressé, la technologie médicale a avancé, plus les normes de sécurité se sont rajoutées les unes aux autres, qu'il faut, pour une femme qui vient accoucher, hein, on peut être amené à devoir mobiliser forcément une sage-femme, un obstétricien, mais un anesthésiste. S'il y a une césarienne, et on ne le sait pas au départ quand elle vient accoucher, il faut rajouter à ça une infirmière de bloc opératoire, un aide opératoire, un interne, une infirmière de salle de post-intervention, plus vous allez avoir une puéricultrice qui est là en salle d'accouchement également, et une infirmière qui gère l'état. Vous savez, 8 personnes qu'il faut rémunérer. Et c'est ça, c'est pour ça que beaucoup d'établissements privés à but lucratif cette fois-ci ont fermé leur département obstétrique. La maternité des Lilas, certes, est connue de par son nom, évoque l'accouchement, la maternité, mais elle a un autre service dont il faut impérativement parler, qui est le centre d'orthogénie. C'est quoi ? Alors, le centre d'orthogénie, c'est un secteur médical, hospitalier, qui reçoit les femmes, les couples, pour parler des problèmes de sexualité, des problèmes de contraception, des problèmes de prévention et soins des maladies sexuellement transmissibles, et de prendre en charge les interruptions volontaires de grossesse. Et donc on a été, là aussi, un lieu phare, emblématique, de l'interruption volontaire de grossesse. Dès que la loi a été votée, également portée toujours par Madame Simone Veil, nous on a dit, présent, on va accompagner les femmes, certes dans leur maternité, mais également dans leur impossibilité de mener à bien une grossesse, et donc de pratiquer les avortements. Et puis, on a été également les premiers à répondre présent, quand le délai légal pour faire les avortements, c'était 12 semaines d'aménorrhée, et puis on est passé à 14 semaines. Là, les médecins ont dit, attention, on ne peut pas, ça va être dangereux, etc. Et nous, sous l'impulsion notamment de notre directrice médicale, qui à l'époque était directrice seulement du centre d'orthogénie, qui a dit, ok, nous on y va. Et on a été un des premiers centres d'orthogénie, et pendant longtemps un des rares, à pratiquer ces interruptions de grossesse jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. Et ça, c'est Dr Marie-Laure Brival, elle, qui a pris les choses en main et qui a dit, là, il faut y aller. C'est vrai qu'on avait démarré comme centre avec la psychoprophylaxie obstétricale, et puis, entre-temps, il y a un autre obstétricien qui s'appelait Michel Audin, qui, lui, de retour d'un voyage en Inde, a introduit la notion de naissance sans violence. Et là, on s'est intéressé à l'accueil de l'enfant. C'est-à-dire qu'il arrive dans un silence relatif, dans un calme, qu'on lui braque pas des lumières en plein sur la figure, qu'on l'accueille, qu'on le laisse sur le ventre de sa mère. Ça, c'est une réflexion venant de Michel Audin. Et donc, ce qui est tombé, ces idées sont tombées sur un terreau fertile, les bleuets, les lilas. Puis, ensuite, il y a eu encore un tout petit, une autre progression. Alors ça, c'est chez nous, plus le docteur Strouk, où on a réfléchi à la place du père. Et où on a fait des groupes de parole pour les pères, pour vraiment qu'ils s'investissent, on s'est intéressé au vécu du père au moment de la naissance. Voilà, de façon à ce que les 3 personnes de ce moment fort
voilà, soient des vrais acteurs, qu'on leur rende leur rôle, la mère, acteur indispensable, le bébé, acteur évident, et le père qu'on avait complètement oublié. C'était des couples qui se posaient des questions au niveau de la naissance. Qu'est-ce qu'ils voulaient pour l'entrée dans la vie de leur enfant? Et donc, effectivement, ils choisissaient. Et quelquefois, ils venaient de très loin pour venir à la maternité, pour que leur enfant vienne au monde, à la maternité des Lilas, ou au Bluet. Je vais citer les deux à chaque fois. Dans mon cœur, elles y sont toutes les deux. Et donc, il y a des rencontres qui se sont faites. Des femmes, des couples qui sont restés amis parce que leurs enfants étaient nés là-bas. Des amitiés qui se naissaient. Alors, on avait des chambres particulières, mais on avait des chambres à 2 lits, voire même à 3 lits, ce qui paraît impensable. Mais vous entriez là-dedans, dans ces chambres-là, et vous avez des femmes, elles avaient fait leur communauté entre elles, elles s'entraidaient. Ah ben tiens, si tu... Alors tout le monde se tutoyait. Ah ben si tu descends, si tu vas là, on va garder son petit... Il n'y avait aucune méfiance. Elles étaient là, ben oui, ben vous gardez, et puis moi je... Et elles sortaient, et elles avaient échangé leurs adresses, et j'ai su leurs adresses, tout ça, les photos, et qu'elles se revoyaient. Un patient doit rapporter maintenant à l'hôpital. C'est comme si on vendait une marchandise et qu'il faut que l'on tire, une fois que la marchandise est sortie de l'établissement, elle doit avoir laissé un certain bénéfice. C'est une gestion. Alors, qui est une gestion comptable des hôpitaux? C'est certain. Mais la santé a un coût. Et là, pour l'instant, on est en train de rabioter ce coût en disant débrouillez-vous, il faut que vous soyez rentable. Et notamment, vous êtes des structures trop petites, ça ne va pas, on va regrouper toutes ces structures. On est en train de rêver à des maternités de 4000, 5000, 6000 naissances par an. La maternité des Lilas, c'est 1600, 1700 naissances. On sait qu'au-delà, on ne peut pas aller au-delà, dans les locaux que nous avons, et pour un accompagnement humain. Parce que la perversité du système, c'est dire, vous allez augmenter le nombre de naissances, mais si on veut que ça rapporte, il faut diminuer les coûts. Et les coûts, c'est les coûts humains, en personnel. Donc, vous faisiez 2000 naissances, vous allez en faire 3000, mais avec le même personnel. Vous ne pouvez plus être auprès des femmes qui accouchent. Vous ne pouvez plus être auprès des femmes qui viennent demander un avortement. Parce que c'est une prise en charge humaine importante qu'il faut dans ces moments-là. C'est hyper important. Et donc, ça n'est plus du tout une préoccupation des systèmes qui gèrent la santé. C'est rentabilité. Rentabilité, rentabilité. Sortie de la femme de la maman avec son bébé au bout de 24-48 heures. Alors que c'est là que vont survenir des problèmes. Au-delà de ces 24, d'abord, la femme elle est complètement fatiguée chez elle. Et c'est là que, surtout pour les mamans qui accouchent pour la première fois, vont surgir des problèmes. Problèmes d'allaitement. Et c'est bien qu'elle soit dans la structure, la maternité, la structure maternante qui est là. Là, elles rentrent chez elles. Certes, elles ont un suivi fait par des sages-femmes, etc. Mais elles ne sont plus dans une structure maternante dont elles ont besoin. Alors, on nous a dit, voilà, vous voulez continuer d'exister? Il faut augmenter le nombre d'accouchements. Et on a dit, vous avez vu nos locaux, ils datent de 62, ils sont plus aux normes de ce que l'on demanderait maintenant. Il nous faut une structure plus grande. On parle de la dernière crise financière qui date des... Et ils se sont dit, la maternité des Lilas, personne, on ne va pas en parler, machin, on va les balader, et puis un jour, un trait de plume, et ça sera fini. Et là, justement, c'est pour en revenir cette communauté, ils n'ont pas fait gaffe que derrière nous, il y avait les usagères, les usagers, qui ont dit pas de ça, vous touchez pas à ça. Et on a eu des mobilisations avec des 2000 personnes. Je me souviens. Les structures politiques n'ont pas pu faire autrement que de nous suivre. Et surtout, les structures nationales, mais les structures locales nous ont toujours répondu présentes.
la mairie, le député, vraiment les structures, le conseil général, a dit présent, mais surtout la municipalité. Faire des usines à bébés, où il y aura 5-6 000 naissances, pousser madame, voilà, c'est terminé, à la suivante. Et puis, de dire, quelqu'un est arrivé en fin de vie, il souffre, il machin, oh non, on ne peut rien faire, hein, vous savez. On va attendre, on ne va pas s'acharner, mais on va attendre. Plutôt que de l'aider à partir dignement. Jusqu'à présent, la seule réponse médicale à ça, à ce départ de la vie, c'est tout ce qu'on peut faire, on va arrêter de l'alimenter et de l'hydrater. Mais ils vont pas bien dans leur tête, ces gens-là. Oui. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un pour lequel on sait qu'on ne fera plus rien et qui dit je n'en peux plus, je ne veux plus, et où la famille dit de lui donner la possibilité de s'endormir sereinement, finalement. Ça devrait être quelque chose auquel une société réfléchisse vite. Et il y a l'entrée dans la vie également à laquelle il faut réfléchir vite.